Évidemment, toute la journée, l'ensemble des rédactions du Monde étaient attachées à cette déclaration finale, les observateurs aussi. Mais on revient à la journée d'hier avec vous, Omar Benparti, et le premier constat qu'on peut faire de cette ouverture, hier jeudi, une absence remarquée, celle des chefs d'état-major du Cap-Vert, qui a décliné l'invitation en raison de son opposition à l'idée de l'emploi de la force contre le Niger, alors que Ouattara et plusieurs autres dirigeants du bloc affirment que cette intervention fait l'unanimité au sein de l'organisation. Serait-ce là des premiers signes de la fragilité de la CEDEAO et de sa capacité à être d'accord finalement? Oui, je crois que la CEDEAO, d'abord, elle est au-delà de la fragilité, c'est une coquille vide. Il ne faut pas se faire d'illusions et ne pas se laisser bercer par leur gesticulation, parce que, quel que soit X, le Niger a pris son destin en main, et cette histoire d'intervention, entre guillemets, puisqu'en vérité c'est une véritable agression à laquelle appellent certains chefs d'État de cette CEDEAO, il est clair que nous sommes dans une situation que l'on connaît déjà. L'Afrique, ça fait plus d'un siècle qu'elle est en guerre avec le bloc occidental. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus, il ne faut pas se laisser piéger par les mots et les syntaxes qu'utilise justement cet Occident, du style intervention militaire ou ingérence, etc., etc. Il est clair que la position d'un pays comme celui que vous venez de citer se rapproche de celle de l'Algérie, puisque l'Algérie a, dès le début, déclaré d'une manière très ferme qu'il était hors de question qu'elle accepte une intervention de quelque nature qu'elle soit, et surtout une intervention, une agression militaire. Car nous avons déjà vécu une situation pareille avec la Libye, et il est évident que dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous ne permettrons à personne, quand je dis nous, je parle de l'armée nationale populaire algérienne, qui est dans ce sens la digne héritière de l'ALN. De ce point de vue, l'Algérie, elle est fidèle à sa doctrine qui consiste à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que la non-ingérence est un des fondements de la diplomatie algérienne, un fondement qu'elle défend depuis l'indépendance et même du temps de la décolonisation. Tout à fait, tout à fait. Et parce que l'Algérie est consciente, puisque nous sommes un des rares pays d'Afrique à avoir fait une guerre de libération pour nous libérer de ce colonialisme féroce et barbare que nous avons vécu, donc nous savons de quoi nous parlons. Ce qui fait que la doctrine de l'Algérie n'a pas changé d'un iota. De ce point de vue, les pays qui entourent le Niger, les pays frontaliers du Niger, ont exprimé déjà certaines positions, et nous avons vu ce qu'a dit le Mali, ce que dit le Burkina Faso. Le Nigeria est dans une situation pénible parce que les populations qui sont entre cette frontière artificielle sont des Haoussa et donc n'ont aucune envie de se taper dessus. Donc il n'y a que des saltimbanques, il n'y a que des Pinocchio, une mafia qui gère cette CEDEAO et à la tête de laquelle se trouvent bien entendu 2 ou 3 présidents comme, et je cite leur nom, Macky Sall, celui du Sénégal et celui de la Côte d'Ivoire, qui essayent de faire croire ou de faire accroire aux populations qu'il y a nécessité d'aller intervenir au Niger. Mais au nom de quoi? La question qui se pose, c'est au nom de quoi? Qui sont ces gens pour donner des leçons de morale aux autres? Ça, c'est le premier point. Le second point, il ne faut pas oublier que nous sommes le 18 août et dans 4 jours se tient le sommet des BRICS en Afrique du Sud, sur le continent africain. Et là, toute cette gesticulation à laquelle nous sommes invités consiste justement peut-être à faire oublier un peu l'enjeu qui est au cœur de ce sommet des BRICS, qui devra avoir l'adhésion de plusieurs pays qui ont demandé justement à adhérer à ce groupe. De sorte que le bloc occidental se sent dans une situation difficile. Et donc, se font aider par ces larbins et tous les médias à sa disposition, il utilise sa phraséologie classique éculée que nous connaissons très bien, nous, en Algérie, pour faire peut-être dévier la préoccupation des Africains qui est celle du développement. Très bien, merci Monsieur Omar Benparti d'avoir rappelé les enjeux qu'il y a entre les puissances impérialistes justement qui se battent pour l'Afrique. Ce flou juridique qui est en train de maintenir la CEDEAO. Je reviens vers vous, Omar. Par contre, il y a un grand absent de ce débat, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a pas réagi pour condamner la CEDEAO. Pourquoi, Omar, le Conseil de sécurité est absent alors que l'ONU a réagi, l'Union africaine a réagi, l'Algérie a réagi? Le Conseil de sécurité ne peut être qu'absent à partir du moment où il sait que s'il y a une proposition d'agression contre un pays africain comme le Niger,
il y aura une opposition avec l'exercice du droit de veto de deux pays qui sont la Fédération de Russie et la Chine. Donc à partir de ce moment-là, nous savons très bien comment les choses fonctionnent au niveau du Conseil de sécurité. Donc ils essayent de faire jouer, entre guillemets, le mot jouer n'est pas adapté probablement, mais ils essayent de faire intervenir à partir de la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc., de certaines marionnettes, une intervention, une agression d'un pays qui est important parce que l'enjeu est primordial. L'enjeu est primordial, pourquoi? Parce que la France, qui est déterminante dans ses intérêts au niveau de l'Afrique, en particulier pour le Niger, puisque nous savons que le Niger est un pays qui produit de l'uranium, et puis il y a le gaz. N'oublions pas qu'il y a aussi un grand projet qui devait relier le Nigeria à travers le Niger et l'Algérie pour acheminer du gaz vers l'Europe. À partir de ce moment-là, vous comprendrez bien que ce ne sont pas les marionnettes à l'écoute desquelles nous sommes à Accra qui vont décider de quoi que ce soit. Ce ne sont pas eux qui décideront. Ils n'ont aucun moyen de le faire. Et nous savons pertinemment que c'est ce qui s'est passé en Libye, lorsque l'OTAN a décidé de détruire un pays comme la Libye. C'est pas le Niger ou l'Algérie ou l'Égypte ou je ne sais qui a été sollicité. Donc il faut être très clair, il faut cesser de se gargariser de ces mots inutiles qui nous ont piégés et qui piègent le continent africain depuis des siècles dans cette histoire de Conseil de sécurité. Vont-ils attaquer, ne vont-ils pas attaquer? S'ils doivent attaquer, ils attaqueront. Et l'OTAN n'a jamais pris de gants pour attaquer, que ce soit en Ukraine, en Irak, en Libye, etc., pour détruire, pour maintenir son rapport de force. À partir de ce moment-là, la conclusion que nous devons tirer, nous, Africains, c'est d'être dans un rapport de force qui soit plus ou moins équivalent. C'est-à-dire que nous devons développer une force qui fait en sorte qu'il n'est pas question pour ces pays-là de pouvoir toucher à un cheveu d'un des pays africains. Mais toute la question reste à un tam-tam qui se fait entendre de manière virulente en permanence à partir de la réunion des chefs d'État. La CEDEAO, c'est une coquille vide, nous le savons tous. Elle fonctionne avec une monnaie qui n'est pas la sienne, qui est imprimée à Chamalières, dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque vous n'avez pas la souveraineté de votre monnaie, vous ne pouvez pas prétendre avoir une souveraineté militaire. Et ce ne sont pas la Côte d'Ivoire ni l'armée du Sénégal qui vont pouvoir attaquer le Niger. Nous savons très bien que c'est une agression qui est programmée, mais sera programmée avec l'OTAN. Et à sa tête, bien entendu, la France, comme ça s'est fait en Libye. Donc, il ne faut pas se gargariser de mots, il ne faut pas qu'on reste figé par cette phraséologie. Monsieur Benparti, vous parlez justement de la France, mais on a l'impression que la France en ce moment est un peu isolée par rapport à ce dossier nigérian, dans le sens où elle est la seule à défendre clairement une intervention militaire et à soutenir la décision de la CEDEAO, tandis que d'autres puissances de l'OTAN, à l'instar des États-Unis, on a entendu Blinken, favorisent beaucoup plus la voie de la diplomatie. Pouvez-vous nous expliquer ce deux poids, deux mesures, s'il vous plaît? Oui, deux poids, deux mesures, non, ils ont toujours le même poids et la même mesure, mais ils fonctionnent de manière selon leurs intérêts. Nous connaissons la rationalité occidentale et nous savons comment fonctionne le bloc de l'Occident. Ils fonctionnent selon des intérêts propres. Lorsqu'ils ont intérêt à développer une action, ils se retrouveront, s'ils ont des intérêts communs. Actuellement, la France se retrouve isolée parce que c'est, entre guillemets, c'est ce qu'elle a toujours prétendu, son précaré. Elle a perdu le Mali, elle s'est fait jeter du Burkina Faso, il lui restait le Niger et elle a un allié de taille qui est le Tchad. À partir de ce moment-là, avec ce qui s'est passé en Libye, nous, Algérie, nous Nigériens, nous Burundi, nous Togolais, nous devons être vigilants parce que ces gens-là n'ont, comme ils n'ont ni foi ni loi. Ils fonctionnent selon leurs intérêts. Si les Américains aujourd'hui ont intérêt à garder leur base au niveau du Niger, parce qu'elle surveille tous les mouvements qui viennent au milieu de l'Afrique, et les nôtres en particulier. Donc il est intéressant de comprendre que si leurs intérêts convergent avec ceux de la France, ils le feront. Mais si pour l'instant ils veulent déloger la France, parce que la France n'a plus les moyens de sa politique africaine, elle n'en a plus. La France-Afrique, ça y est, c'est fini, c'est terminé, c'est mort et enterré. Les opinions sont là pour le prouver. D'autant qu'il y a aussi un autre pays qui pointe à l'horizon, qui s'appelle la Fédération de Russie, qui arrive, elle, avec ses équipements et qui n'a jamais colonisé aucun espace en Afrique. Donc, à partir de ce moment-là, la Chine en face et la Russie qui vient
avec sa position. On a beau l'attaquer sur sa milice, alors que des milices, il y en a en veux-tu, en voilà dans ces pays européens et occidentaux. Mais toujours est-il que la Fédération de Russie s'est alignée, elle est alignée sur les mêmes positions que l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, etc., etc. Il y a de nombreux pays qui ne sont pas d'accord. Donc, les agitations qui se font à Accra ne peuvent tromper personne. Nous savons que le bouton, il sera appuyé à partir de la France. Si la France se lance dans cette aventure, elle va le payer très cher, et elle le sait. Un autre événement ou des déclarations intéressantes qui ont été faites par le Conseil européen qui prévient de sérieuses conséquences si l'état du président Mohamed Bazoum se détériore. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de sérieuses conséquences ? Le Conseil européen, c'est la voix de son maître, comme dirait l'autre. Et donc, à partir de ce moment-là, leur attitude est tout à fait compréhensible. Lorsqu'ils ont quelqu'un qui leur sert sans aucune discussion et qui s'appelle Mohamed Bazoum, il est évident qu'ils vont faire feu de tout bois pour dire attention à sa santé. Nous savons pertinemment que les militaires qui ont fait le coup de force au Niger et pour se débarrasser d'un président marionnettiste, ces militaires-là savent très bien ce qu'ils font. S'ils avaient voulu le supprimer, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. Donc c'est une monnaie d'échange. À la limite, soit il se démet, présente sa démission comme ça s'est passé dans d'autres pays, soit il se fera assassiner. Et le Conseil européen n'en a strictement rien à cirer de Mohamed Bazoum, comme il n'en a rien strictement à cirer de Macky Sall ou d'Alassane Draman Ouattara. Donc ces gens-là sont des larbins, des vassaux. Et il n'y a pas lieu de rentrer dans le discours. C'est ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. On nous a, les médias mainstream de la France en particulier, mais de l'Europe d'une façon générale, nous ont tartiné les oreilles avec leur histoire de la victoire de l'Ukraine, etc. Comment peut-on imaginer l'espace d'une seconde que l'Ukraine puisse vaincre un pays qui s'appelle la Russie ? Il faut ne pas connaître l'histoire, il ne faut pas connaître la Bérésina, ni Hitler, ni la Deuxième Guerre mondiale, pour prétendre qu'un jour un petit pays comme... Sauf que ça fait partie de leur discours, ils fonctionnent dans une idéologie qui est restée une idéologie colonialiste dans laquelle ils croient que tout le monde doit se retrouver et utiliser leur phraséologie, leurs termes. Notre ami tout à l'heure a parlé de djihadistes. Ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes. Le djihad ne se fait pas au Niger. Comme nous aussi, nous avons eu des terroristes pendant la décennie noire. Il ne faut pas confondre les choses. On a parlé en Syrie, mais en Syrie, qui c'est qui soutenait les pseudo-djihadistes ? C'était Laurent Fabius et compagnie, le gouvernement de Hollande. Donc il faut être clair. Il faut appeler un chat un chat. On ne peut plus continuer à fonctionner avec une terminologie qui ne nous appartient pas. Ce sont des bandits, des voyous, des terroristes qui vivent de drogue et qui attaquent et qui tuent et qui détruisent. Très bien. Merci, monsieur Omar Ben Barti, d'avoir été avec nous.